Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Jeux de la mort et du hasard, film radiophonique de René Lemaire et Roger Richard. Avec, par ordre d'entrée en ondes, Pierre Delbon, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Philippe Dumas, Pierre Constant, le petit Gilles Amado, André Évard, Régine Chantal, Lucienne Givry, Henri Poirier, Nelly Benedetti, Clément Béram, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Pierre Vernier, Jean-Charles Thibault. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, René Cambien et Jean-Claude Mingot. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Alors, Delpierre? Eh ben, j'ai vu les copains de Lambert qui lui servent de témoin. C'est arrangé? Arrangé? Tu voulais que je... Ah bah, c'est pas ce que tu m'as dit. Non, je te demande si vous êtes convenu des détails de la rencontre, pour employer le terme consacré. Oui. Mais tu sais, les copains de Lambert sont exactement de mon avis. Ils pensent que c'est complètement idiot de se battre en duel pour une querelle d'étudiants dans un bistrot. Et à propos de politique encore. Ouais, c'est peut-être idiot, mais il fallait bien que quelqu'un finisse par arriver son clou à sa fière bras de Lambert. Autant moi qu'un autre. Et même il vaut peut-être mieux que ce soit moi. Mais tu sais, Martial, ça peut encore s'arranger. Non, n'insiste pas, mon vieux. Bon alors, quand et où? Demain matin à 8h dans une clairière de la forêt. Pas de Léognan. Au pistolet. Mais c'est Pitot qui dirigera le combat. Il a déjà assisté à de duels, il sait comment ça se passe. Bien. Socard viendra avec sa trousse. L'interne, tu le connais? Ouais. Ah oui, faut un médecin. Hein. Oui, bien sûr. Ah, il y a un ennui. Ouais, je me suis renseigné. Tu tires bien, toi? Mais pas mal. Mieux au fusil qu'au pistolet. Lambert est fameux, lui, au pistolet. Et alors? Même s'il me touchait, c'est... Quoi, même s'il te touchait? Non, rien. On verra bien. Bon, le mieux que tu as à faire, mon petit vieux, c'est de te coucher, hein, et puis de dormir. Alors, je passerai te prendre demain matin, vers 7h, 7h15. Entendu. Merci, vieux. Il fait encore presque nuit. Nous n'allons pas y voir. Ça vaut peut-être mieux. On attirera moins l'attention. Pour se viser. En manche de chemise, vous ferez une tache blanche, c'est l'essentiel. En manche de chemise? Mais dis donc, on est en plein mois de décembre. Il gèle? Ah, mon vieux, c'est l'usage. Hein. Et puis une balle qui traverserait les vêtements amènerait dans la plaie un tas de petites saletés. T'entends ce que dit le toubib? Et puis, il n'y en a que pour une minute ou deux. Allez, passe-moi ton veston, je vais le garder. Tu y es? Ah, Pitot a l'air de nous faire des signes. Messieurs, venez prendre vos armes. À vous le choix, Lambert. À vous, Boisville. Bon. Maintenant, messieurs, vous allez vous tourner le dos. Pointez vers le ciel, la main à hauteur de la joue. Vous ferez 20 pas chacun. Puis vous vous retournerez et vous abaisserez votre arme quand je dirai feu. Vous aurez le droit de tirer pendant que je compterai jusqu'à 3. Mais après 3, tout est fini. Compris? Compris. Allez, messieurs. J'espère qu'il n'y aura pas de bobos. J'ai presque rien dans ma trousse. Qui se dépêche, bon sang, il fait froid. C'est à peine si on les voit, Tino. Vous y êtes, messieurs? Vous êtes retournés? Oui. Oui. Alors, attention. Feu! 1, 2, 3, fini! Et alors,
Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent plantés là tous les deux. Et alors, Lambert? Pas touché. Et Boisville? Et bon sang, qu'est-ce qu'il a? Il peut pas répondre? Allons-y voir. Alors, Boisville? Je crois qu'il n'a rien. Non, je n'ai rien. Je suis pourtant sûr que je devais te trouver en plein milieu, Boisville. Et tu le voyais trop mal. Pardon, je vois très bien la nuit, figurez-vous. Mais n'empêche que tu m'as raté. Messieurs, l'honneur est sauf. Serrez-vous la main. À la prochaine fois, Boisville. Mais à ta disposition, Lambert. Il me reste, messieurs, à vous faire compliment de votre conduite et à prendre congé. J'ai un cours à 9h30. Et moi, j'ai mon service à prendre à l'hôpital. Bon, allez. Salut. Tiens, Martial, mets ton veston. Oh, pas la peine, j'ai chaud maintenant. Et on va traverser la clôture, ça évite un détour. Et tu devrais mettre ton veston. Mais tu m'embêtes, je le mettrai plus loin. Il fait quand même meilleur ici que dehors. Ouais. Tu sais où sont les cigarettes, Delpierre? Dans le tiroir, là. Serre-toi. Merci. Pour nous réchauffer, je vais nous préparer un petit jus maison. C'est une idée, ça. Mais pendant que ça chauffe, je vais me changer. Je m'étais mis sur mon 31 pour affronter la mort. Oui, tu rigoles, mais... Tu sais, Delpierre, quand Lambert a tiré, j'ai eu l'impression... Enfin, j'ai cru ressentir un choc en pleine poitrine. Et c'est pour ça que je n'ai rien dit d'abord. J'étais sûr d'être blessé. Ça, je l'ai bien craint, mon petit vieux, j'ai eu la frousse. Tiens, et qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est ça? Fais voir. Un accroc à ta chemise. Non, ce n'est pas un accroc ordinaire. Un petit trou, avec de l'étoffe effilochée sur les bords. Tiens, regarde à quel endroit. En plein milieu du dos, juste entre les omoplates. Et alors? Mais si c'était... Si c'était la balle de Lambert. T'es idiot, non? La balle aurait traversé ta chemise et pas toi. Non, tu joues les fakis. Et par devant, il y a un trou? Non. Et alors? Non, par devant, ma chemise était assez ouverte. Il manque presque tous les boutons. En vois-tu, Delpierre? Il y a une chose dont je suis sûr. C'est que ce trou-là n'existait pas ce matin quand j'ai mis ma chemise. Tu veux que je te dise d'où il vient? C'est très simple. Des barbelés, quand on est passé sous la clôture tout à l'heure. Tu n'avais pas remis ton veston, souviens-toi. Alors tu as laissé le morceau de talikette à un piquant, voilà tout. Ouais, ça, c'est facile d'en avoir le cœur net. On boit notre jus et on retourne sur les lieux. Oh, mais c'est une idée idiote, Martial. C'est possible, mais j'y tiens. Alors, toujours aussi idiote, mon idée? Tu as vu? Pas plus de morceaux de liquette orange du barbelé que de... Le vent peut l'avoir emporté. Oui, bien sûr. Il a pu aussi faire tourner la balle de Lambert autour de moi, le vent. Mais enfin, ça tient pas debout. Non, assieds-toi, Delpierre, et écoute-moi. Je vais te raconter deux histoires. Alors, deux histoires qui tiennent pas debout. Et hier soir, je t'ai dit que même si Lambert me touchait... Oui, tu avais un curieux air en disant ça. Mais, comme tu as tout de suite laissé tomber, je n'ai pas insisté. C'est que je pensais à ces deux histoires-là, précisément. La première remonte à ma 9e année. J'étais à l'école communale de la petite ville où mon père était médecin. Pendant une récréation, un copain m'avait entraîné dans le grenier. Il s'appelait Dumas. Il y avait de tout dans le grenier. Un collier à mule, un mannequin de couturière, une vieille bécane. Hein, si nous avions pu la descendre en douce. Il y avait aussi une porte qui donnait sur la cour. J'ai toujours eu le vertige. Dumas m'a mis au défi de me tenir 10 secondes au bord du vide. Alors je n'ai pas voulu me dégonfler. Et le vide m'a aspiré. Et tu es tombé? Oui. Le monde a basculé tout d'un coup. J'ai eu la vision, comme dans un ralenti au cinéma, d'un bord de toit, d'une pompe, d'une brouette, du sol cimenté qui se jetait vers moi. Puis plus rien, le noir. Alors je revins de mon évanouissement sur un divan,
dans la salle à manger de l'instituteur. Mon père était penché sur moi. L'instituteur l'avait envoyé chercher. Tu peux dire que tu es de la veine, mon bonhomme. Après une chute pareille, ni fracture, ni contusion. Ça te fait mal quand j'appuie là? Non. Et là? Non, papa. Ah, si tu n'étais pas tombé sur cette brouette pleine de linge... La brouette? Mais elle n'était pas sous moi, la brouette. Elle était de l'autre côté de la cour. Je l'ai bien vue en tombant. J'ai atterri à plat ventre sur le ciment. Ne nous raconte pas d'histoire, veux-tu? Tu nous as fait assez peur. Tu es tombé sur la brouette que le choc a fait rouler plus loin et tu as rebondi sur le ciment. Je vais t'emmener à la maison et te mettre en observation pendant quelques jours. J'étais sûr, tu m'entends, Delpierre. Sûr que la brouette pleine de linge ne se trouvait pas à l'endroit de ma chute, mais de l'autre côté de la cour, à plusieurs mètres de là. Et tu avais déjà une forte imagination. Non. Mais j'ai fini par admettre que les grandes personnes devaient avoir raison. Et mon père le premier. Les années passèrent. Et à 16 ans, je connus le premier amour de ma vie. Et un amour unique et malheureux, comme tous les premiers amours. Elle s'appelait Françoise. Elle était élève de seconde au collège mixte, dans la même classe que moi. Pourquoi n'es-tu pas venue hier, Françoise? Je t'ai attendu devant le ciné jusqu'à 4 heures. J'avais mal à la tête. Non, ce n'est pas vrai. Ton frère m'a dit que tu étais allé voir ton amie Cécile à 3 heures. Tu me fais espionner maintenant. À 3 heures, mon mal de tête était passé, là. Et puis tu m'embêtes après tout. Je suis libre de faire ce que je veux, non? Bon, tu n'étais pas chez Cécile. En quittant le cinéma, à 4 heures passées, je t'ai vu. Tu étais avec Dulon, il te donnait le bras. Et puis après? Si tu veux tout savoir, il m'a aussi embrassé. T'es content? Voilà fixé. Dulon, lui au moins, il n'est pas toujours à me faire des scènes. Alors maintenant, si tu veux bien, laisse-moi tranquille. Oh, Françoise. Une petite allumeuse comme il y en a tant, ta Françoise. Mais toi, tu as dû prendre ça au tragique tel que je te connais. J'avais 16 ans. À mon retour chez moi, j'ai trouvé la maison vide. La bonne me dit qu'un télégramme avait appelé mes parents à Bordeaux. La sœur de mon père était tombée malade. Il devait rentrer le soir pour dîner. Je m'enfermai dans le cabinet de mon père. J'ouvris son armoire à pharmacie. Arsenic. Voilà. Pourvu qu'il y en ait assez. Dans Madame Bovary, Flaubert dit que l'arsenic a un goût d'encre répugnant. Bon, je vais le mélanger à de la confiture. Françoise, quand tu sauras, pourvu que tout soit fini avant le retour de mes parents. Eh bien, Martial, tu ne manges pas? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas malade? Non, maman. Tu te fais du mauvais sang pour ta tante? Il n'y a pas lieu. Elle sera sur pied dans quelques jours. Ah, tant mieux. Dis, papa, je voudrais te demander quelque chose. Oui? Est-ce qu'un poison peut mettre longtemps à faire effet? L'arsenic, par exemple. Bon, voilà une question. Pourquoi me demandes-tu ça? Non, c'est un roman que j'ai lu. On y disait que l'arsenic mettait longtemps à agir. Plutôt que des romans policiers, j'aimerais te voir lire les auteurs classiques. Tu passes ton bachot l'année prochaine, mon garçon. Enfin... Et tout dépend des doses, et les petites doses régulières n'agissent qu'à la longue par accumulation. C'est l'histoire des poudres de succession paysannes. Non, une forte dose. Une grande cuillerée d'un seul coup. Alors l'effet mortel doit être très rapide. Moins d'une heure. Mais le sucre n'est pas un antidote? Le sucre? Quelle bêtise. Ben, tu vas me faire le plaisir de manger cette tranche de rôti. Hein? Il faut manger à ton âge. Tu t'es trompé de flacon, mon vieux Martial. Non. Non, je revois encore l'étiquette rouge. Et l'inscription arsenic. Eh ben alors explique. Alors, je dois dire que mon père était un peu plus original qu'il n'est communément permis à un médecin. À sa mort, l'année suivante, on a trouvé de l'alcali dans un flacon étiqueté acide acétique. Ben là voilà l'explication. Et penses-tu qu'elle vaille aussi pour ma chute du grenier? Et pour mon duel? Mais tu ne vois donc pas qu'il y en a une autre? Une explication fabuleuse, sans doute, mais évidente. Et c'est que je ne pouvais pas mourir. Tu ne pouvais pas. Elle est fameuse, celle-là. Non, ne ris pas, Delpierre, je t'en prie.
Aide-moi plutôt à y voir clair. Mais tu n'as pas besoin de moi, mon petit vieux. Que pourrais-je, moi, simple mortel que je suis, pour l'immortel que tu es? Je n'ai pas dit que j'étais immortel. Au contraire, j'ai bien la conviction que je mourrai comme n'importe qui, et bientôt peut-être. Non, mon cas n'est pas si simple. Oui, mais en tout cas, à moi, il me paraît clair. Tu tombes d'un grenier, tu consommes de l'arsenic à la cuillère, tu reçois une balle à travers le buffet, et tout ça ne te fait rien. Alors qu'est-ce que tu pourrais craindre? Non, mais il n'y a pas de quoi rire, je t'assure. Si tu étais à ma place. Sais-tu ce que je crois? Non, mais je t'écoute. Je crois que je suis à l'abri des seuls événements brusques et violents qui me tueraient à coup sûr, et vite. En somme, des formes de mort que ma nature n'aurait pas prévues. Mais je ne me sens pas à l'abri de la maladie, par exemple. Et qu'en sais-tu? Oh, j'ai une expérience. Quand j'avais 14 ans, j'ai attrapé la crève. On n'a jamais su quoi, au juste. Mon père m'a cru perdu. J'ai eu jusqu'à 42 de fièvre, et j'ai maigri de 9 kilos. Moi, je te jure bien qu'alors, je n'ai pas eu l'impression d'être à l'abri. Je me suis senti partir. Et tu en es revenu? C'est bien la preuve de ton immortalité. Non. Non, je m'en suis tiré, comme il arrive à tout le monde, par hasard, ou si tu préfères, parce que mon heure n'était pas venue, comme on dit. Tandis que pour le reste... Le reste, la chute, l'arsenic, la balle de Lambert. Bah, écoute, mon vieux, moi, je n'y crois pas. Ça, pas du tout. Mais t'as un bon moyen de me convaincre. Tire-toi une balle dans la tête, là, devant moi. Ou alors, si tu n'as pas de revolver sous la main, saute par la fenêtre. Mais rien de plus facile. Martial! Non, mais fais pas l'idiot, je blaguais, mon vieux. Ah, sois tranquille, mon vieux, moi aussi, je blaguais. Je ne sauterai jamais. Le vertige me rend malade. Moi, je crèverais de trouille avant d'être en bas, j'ai des souvenirs. Ah bah, ça ne fait rien, tu m'as flanqué une de ces émotions. T'as pas un peu de raide pour me remettre? Non, j'ai de l'armagnac dans le placard. Merci. J'espère qu'il ne vient pas de la pharmacie de ton père. Non, je ne me tirerai pas non plus une balle dans la tête. Parce que, vois-tu, je ne suis sûr de rien. Et si je me trompais, après tout? Si tout cela n'était qu'un effet du hasard? Tu reviens à la raison. Tiens, bois-moi ça. Poison pour poison, je préfère l'armagnac à l'arsenic. Merci. Remarque, tout de même, je ne crois pas au hasard. Les faits sont trop bizarres. Il reste cependant une chance d'erreur. Non, il faudrait une certitude. En somme, il y a des tas de gens qui vivent jusqu'à 60 ou 80 ans sans avoir jamais eu l'occasion d'échapper à une mort violente. Et toi, ça t'est arrivé 3 fois en 20 ans. Bon. Mais tu n'as jamais entendu parler de types qui ont échappé miraculeusement à plusieurs accidents ou à des agressions? On parle de leur bonne étoile. Eh ben, c'est ton cas, voilà tout. Mais non, c'est différent. D'habitude, pour ces gens dont tu parles, l'accident passe à côté. C'est le voisin qui reçoit la balle tirée par l'assassin, le train déraille 5 minutes après qu'ils en sont descendus, ou bien encore, ils devaient prendre l'avion, ils en sont empêchés la dernière minute, et l'avion s'abat en flammes. Bon, tandis que moi, si j'ai bien reçu la balle de Lambert, si j'ai bien avalé de l'arsenic, si je suis bien tombé sur le ciment de la cour, c'est autre chose. Mais alors pourquoi cette protection? Qu'est-ce qu'elle signifie? Si j'avais au moins la certitude. Quoiqu'au fond, cette certitude-là serait si inquiétante que je ne peux pas dire que je la désire vraiment. Tu veux mon avis? Le mieux que tu aies à faire, c'est de ne plus penser à tout ça. D'oublier ces coïncidences. Et les vacances de Noël arrivent, qu'est-ce que tu vas faire? Rejoindre ma mère à la campagne. Tu ne chasses pas, j'espère. Parce qu'avec un fusil, un accident... Non, tout ce que j'ai là-bas comme distraction, ce sont des promenades à travers bois et landes avec mon chien. Un bâtard, Mimile, mais un bon copain. C'est exactement ce qu'il te faut, mon vieux, les balades dans la campagne. Je t'envie, moi qui suis obligé de rester à Bordeaux. Mais je t'invite. Ah non, t'es gentil, mais ce n'est pas possible, il faut que je travaille. Et puis, j'ai eu une autre raison, tu comprends? Don Juan, va. Mimile! Alors, viens ici. Te voilà enfin, vilain chien. Qu'est-ce que tu faisais, hein, Mimile? Tu veux trouver un gros lapin, dis. Alors, bats les pas, tu me salis. Allez.
Ah, Mimile? Ça, c'est un accident. Ce sont des automobilistes qui viennent de se flanquer dans un arbre. Allez, faut y aller. Viens, ici. Ah, bon sang, mais ils sont en train de flamber là-dedans. Ah, mais laisse-moi, Mimile, tu me gênes. Mais heureusement que la portière s'est ouverte sous le choc. Ici. Mais non, à votre droite. Tendez-moi la main. Je vais vous tirer. La valise, là, derrière. Non, tout à l'heure. À vous, madame. Vous n'avez rien de cassé? Merci, non. Je ne crois pas. Ah, mais écartez-vous. Le réservoir peut exploser. Et la valise, il le faut. Ah, mais j'y vais. Mais ce monsieur a l'air blessé. Tirez-le plus loin de la voiture, madame. Aïe, qu'est-ce qui me fait mal? Ma jambe, là. Mais il est fou! Mais il va y rester! Monsieur! Tais-toi, il faut la valise. Il faut... Aïe, tu me fais mal. Allez, la voilà, votre valise. Ah, mais c'est du plomb, ma parole. Ah, vous pouvez pas marcher, monsieur? Allez, je vais vous porter. Non, pas moi. Portez la valise. Aide-moi, Lynn. Ah, ici, nous ne craignons rien. Ah, votre jambe doit vous faire beaucoup souffrir, monsieur. Oui. Et vous, madame? Oh, moi, je n'ai pas grand-chose. Quelques brûlures sans gravité. Oh, je vais aller chercher du secours. Non, c'est inutile. Ma fille et moi allons rester ici. La première voiture qui passera s'arrêtera bien. Vous, monsieur, je vous demande autre chose. C'est très important. La valise, emmenez-la chez vous. Vous pouvez? Sans doute, mais... Cachez-la. Gardez-la jusqu'à ce qu'on vous la redemande. N'en parlez à personne. Ne dites pas que vous avez été témoin de notre accident. C'est très important. Mais c'est très important, monsieur. Vous nous rendrez un grand service. Eh bien, soit. Mais comment serais-je... Ce que nous sommes devenus. Eh bien, prenons rendez-vous, voulez-vous? Y a-t-il un endroit dans la ville proche où nous pouvons nous retrouver? Oui, il y a un jardin public près de la poste. J'y serai cet après-midi à 4 heures. Ah. Voilà une voiture. Partez vite, monsieur, avant qu'on vous voie. Bon, je vais passer par le bois. Mimile! Ici, Mimile. Hey. Bon, alors, madame, à cet après-midi dans le jardin public. À 4 heures. Oh, excusez-moi, je suis en retard. Je viens tout juste d'arriver. Avec toutes les formalités à la clinique et la recherche d'un hôtel. Oh, donnez-moi vite des nouvelles de votre père et de vous-même. Depuis ce matin, je ne cesse de me reprocher de vous avoir abandonné sur cette petite route. Rassurez-vous. La voiture qui arrivait quand vous êtes parti s'est arrêtée. Elle a transporté mon père à la clinique Sainte... je ne sais plus quoi. Et comment va-t-il? Il a une double fracture ouverte du fémur, plusieurs côtes enfoncées et une plaie à la tête. Des brûlures et des contusions aussi, mais on ne croit pas que ce soit grave. La jambe et les côtes, oui. Et vous? Vous êtes-vous fait examiner? Oh, moi, je n'ai rien. Des bobos, tout juste. Mais vous? Moi? Oui. Vous êtes retourné dans les flammes pour la valise. Faites voir vos mains. Les voici. Rien de rien, vous voyez. Si je vous disais que je suis invulnérable, le croiriez. Certainement non. Cela vous ôterait tout mérite d'avoir couru un tel danger pour nous. Vous ne voulez pas que nous marchions un peu? Les gens nous regardent. Bien sûr, marchons. Nous sommes une toute petite ville. Et les gens reconnaissent du premier coup que vous n'êtes pas de la région. Je suis belge. Cela s'entend? Non, vous n'avez pas d'accent. Mais votre père, lui, en a un. Et j'aurais parié pour une autre nationalité. Il est danois. C'est qu'il est... Puis après tout, je peux bien vous le dire. Ce n'est pas mon père. C'est mon mari. En France, il me présente comme sa fille à cause de notre différence d'âge. Il craint le ridicule. Il a tort. Mon père avait bien 20 ans de plus que ma mère. Il faisait un ménage comme il n'y en a pas. Venez, nous pourrions entrer dans ce petit café. Il est vide. Nous y serons mieux pour causer. Si vous voulez. Mon mari est le... Comment dirais-je?
le chargé de mission d'une grosse maison d'électronique d'Anvers. Ils font surtout des appareils médicaux, du matériel radiologique, des choses comme ça, vous voyez. Karl doit visiter les laboratoires étrangers pour y présenter les appareils nouveaux. C'est un excellent technicien, un savant. Il le faut pour répondre à toutes les questions qu'on lui pose, pour résoudre les problèmes des installations projetées par les clients. Moi, je l'accompagne dans ses voyages, je l'aide pour le courrier. Mais je n'y connais rien. Votre mari s'appelle donc Karl. Et vous? Yveline. Mais tous mes amis m'appellent Lynn. Mon mari ne sera pas jaloux que vous les imitiez. Vous êtes plus qu'un ami puisque vous nous avez sauvés. Merci, Lynn. Je m'appelle Martial. Martial Boisville. Je suis étudiant en droit. Enchanté, Martial. Ce que je vous ai dit explique l'insistance de Karl pour que vous tiriez de la voiture notre valise, la fameuse valise. Elle contient un appareil nouveau et secret. Ne me demandez pas ce que c'est ni à quoi ça sert au juste. Je sais seulement que c'est une invention révolutionnaire et que ça vaut un argent fou. Si rien n'a été abîmé dans le choc, ce sera de la chance. Et voulez-vous que nous passions chez moi là? Non, gardez-la. Elle est plus en sûreté chez vous que dans ma chambre d'hôtel. En sûreté? Si vous saviez quelle convoitise peut attirer un appareil comme celui qu'elle renferme. Si une maison concurrente connaissait le secret de la machine, ce serait sa fortune et la ruine de la nôtre. Nous avons quitté Anvers il y a 3 semaines. Personne ne devait être au courant. Eh bien, dès le départ, nous nous sommes sentis suivis, espionnés. Notre courrier dans les hôtels où nous sommes descendus en cours de route a été ouvert. Mais vous ne pouvez pas faire appel à la police, tout au moins à des détectives privés. Ce serait attirer l'attention de façon encore plus sûre. Nous avons modifié notre itinéraire, nous ne devions pas passer par cette région. Mais nos suiveurs peuvent fort bien ne pas avoir perdu la piste. Mon mari à la clinique et moi à l'hôtel, nous ne pouvons pas assurer la valise contre leurs entreprises. C'est pourquoi nous vous demandons de la garder encore quelques jours. Jusqu'à ce que mon mari aille mieux ou que nous recevions des instructions de notre maison. Vous voulez bien? C'est entendu. Merci. Où l'avez-vous mise chez vous? Mais je l'ai simplement glissée sous mon lit. Personne ne pénètre dans ma chambre à part ma mère et mon chat, Zigomar. Il n'a pas été content d'abord, Zigomar. Sous mon lit, c'est sa place favorite. Enfin, après avoir bien reniflé votre valise de tous les côtés, il s'est couché dessus. Je vais l'instituer gardien du trésor. Merci, Martial. Oui, il faut que je me sauve. Je dois repasser à la clinique. Quand vous reverrai-je? Pour avoir des nouvelles de votre mari. Voulez-vous demain ici, à la même heure? Oui. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Lynn. Alors, les amoureux, un thé comme d'habitude? Comme d'habitude. Vous avez entendu, Lynn, comment le patron nous appelait? Mettez-vous à sa place. Voilà 15 jours que nous nous retrouvons chez lui tous les soirs. Comment va votre mari? De mieux en mieux. Je pense que nous pourrons bientôt partir. Oui, bien sûr. Dès qu'il ira tout à fait bien, vous partirez. Et moi, je resterai là, tout seul. Martial, il ne faut pas, vous savez bien. Et la valise? Zigomar monte une garde vigilante. Il doit en oublier de manger, il dépérit. Oh, pauvre Zigomar. Voilà le thé. Merci. Et vous n'avez toujours pas d'instruction pour la valise? Si. Dès que mon mari sera en état de prendre le train, nous devons la ramener en Belgique. Il faudra bien, Martial. Il faudra bien. Non, en tout cas, ce ne sera pas pour demain matin, n'est-ce pas? Et notre rendez-vous tient toujours pour notre promenade à cette vieille chapelle dont je vous ai parlé. Il tient toujours, Martial. Lynn, enfin. Martial. Oh, Martial. Karl est mort cette nuit. Cette nuit? Ce n'est pas possible. Hier, vous me disiez qu'il allait mieux, qu'il pensait à son départ. Il a toujours eu le cœur faible, une embolie. Moi, je ne sais que vous dire, Lynn. Il faut que je parte, Martial, vous comprenez? Il faut que j'accompagne le corps.
Je vais être très prise par les démarches, je ne pourrai plus vous voir avant mon départ. Mais je vous écrirai, je vous le promets, et je reviendrai. Oui, vous reviendrez pour chercher la valise. Non, Martial, je reviendrai pour vous. La valise, je enverrai quelqu'un la chercher. Attendez. Voici un billet de banque belge. Je le déchire en deux. Je vous en donne une moitié et vous remettrez la valise à la personne qui vous rapportera l'autre moitié. Je reviendrai dès que je le pourrai, Martial, je vous le jure. Et d'ici là, je vous écrirai. Et vous m'écrirez. Poste restante, à Anvers. Ma famille est très stricte et je ne veux pas avoir d'explication à donner. Ne soyez pas trop malheureux jusqu'à mon retour. Au revoir, Martial. Au revoir, Lynn. Ah, bonjour, maman. Tu étais là dans ma chambre? Oui, bonjour, mon petit. Tu es parti de bien bonne heure ce matin, je t'ai pas entendu. Moi, j'ai fait une promenade avec Mimile, comme tous les matins. Y a pas de courrier pour moi? Non, il n'y a pas de lettre de Belgique ce matin. Et d'ailleurs, non plus? Non plus. Martial, tu devrais sortir Zigomar de sous ton lit. Il ne veut rien savoir et moi, je ne peux plus me baisser ces temps-ci. Ma pauvre maman. Tes douleurs? Oui. Eh bien, Zigomar, paresseux. Allons, viens me voir. Viens ici. Alors, qu'est-ce que tu as, mon vieux? Tu es malade? Voilà, tu t'es battu. Tu t'es battu hier avec Mimile. Ou c'est une souris de cette nuit qui s'est mise en travers, hein? Allez, je le tiens. Oh, fais voir ce chat, Martial. Hein? Oh, c'est bizarre. Ouvre-lui la gueule. Et on dirait de la mousse, tu vois? Tu te laveras les mains, c'est peut-être contagieux, on ne sait jamais. Et je vais appeler le vétérinaire. Il faut que je vous le dise, Lynn. Je suis bien triste. Nous avons perdu Zigomar. Le vétérinaire n'a rien compris à sa maladie. Cela ressemblait à de la myxomatose. En quelques jours, ses muqueuses, son museau, son corps entier se sont couverts de boursouflures. Il était devenu un monstre répugnant. Nous avons dû faire abattre la pauvre bête. Le gardien du trésor n'est plus. Martial. Oui, maman. Il y a là quelqu'un qui te demande. Un étranger qui baragouine, je ne sais quoi. Il m'a remis cette enveloppe à ton nom. Oh, donne, maman. Voilà, mon petit. Mais qu'est-ce que tu as, maman? Ça ne va pas? Je suis un peu fatiguée ces temps-ci. J'ai eu un petit malaise tout à l'heure en faisant ma cuisine. Oh, je vais faire venir le docteur Laourie. Mais non, Martial, non, c'est pas la peine. Mais veux-tu te taire? Tu es femme de médecin, tu dois donner l'exemple. Ah, si tu y tiens, je verrai Laourie. C'était un bon ami de ton père. Est-ce que je fais entrer ton visiteur? Non, maman, non. Non, c'est inutile. J'ai simplement quelque chose à lui remettre. Un objet que j'avais en dépôt. Et qui est là? Moi, Delpierre. Attends, je t'ouvre. Mon vieux Martial. Bonsoir, Delpierre. Je t'ai écrit chez toi à la campagne quand j'ai appris que... Je te remercie de ta lettre. Si tu m'excuseras de... Non, de rien, mon vieux, de rien. Ta mère, ça a dû être un coup terrible pour toi. Hein. Et si vite. Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'il a emporté? Oui. Ma pauvre maman. L'anémie pernicieuse, comme on disait autrefois. Non, si tu préfères un mot plus moderne, la leucémie. Ouais, je la voyais fatiguée depuis quelque temps. Il lui arrivait de s'évanouir, de faire des petites hémorragies. Alors, j'ai fait venir le médecin, un peu malgré elle. Ouais. Il était trop tard. Le mal avait déjà fait d'immenses ravages. Et l'évolution a été foudroyante. Non, pauvre vieux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Poursuivre tes études? Ah, je ne sais pas.
Je suis revenu à Bordeaux parce que je ne pouvais pas rester là-bas, dans cette maison vide. Mais tu sais, de toute façon, ce trimestre-ci est fichu, et l'année avec. Mais je ne sais pas si je vais pas demander la résiliation de mon sursis militaire. Dis donc, au passage, ta logeuse m'a donné du courrier pour toi. Automne. Courrier non réclamé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, courrier non réclamé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas allée retirer mes lettres. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien. Oh, si. Enfin, je t'expliquerai, mon vieux, mais une autre fois. Hein. Sois gentil, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Non, plutôt non, viens. Viens. Non, je descends avec toi. On va aller prendre un verre tous les deux, tu veux? Mais tu penses. Allez, viens. Bon. Alors maintenant que tu sais tout, tu comprends bien que si Yveline n'est pas allée retirer mes lettres à la poste restante d'Anvers, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle est malade, elle a eu un accident, c'est la seule explication. C'est moi qui ne sais même pas son adresse exacte. Bon, tant pis, je vais partir en Belgique. Je finirai bien par la trouver. Attends au moins un peu. Mais attendre quoi? Et là, Maurice, faites donc attention. Bousculez pas mon paquet, c'est fragile. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre paquet, monsieur Henri? De l'uranium? Vous vous rendez compte, monsieur Soum? C'est monsieur Henri qui l'a volé, l'uranium. Mais quel uranium? Vous n'avez pas lu les journaux? Ah, c'est un truc marrant. Enfin, marrant... si on veut. Oui, si on veut, oui. Il y a des gars qui ont chippé je sais plus combien de machins radioactifs là dans un laboratoire atomique. On les recherche depuis des semaines, mais on avait tenu ça secret jusqu'à présent pour pas affoler les populations. C'était dans une valise avec un emballage spécial. Ah bah oui, du plomb pour arrêter les rayons. Oui, il paraît que l'emballage n'était pas fermé comme il fallait, et on s'en est aperçu après coup. Alors ceux qui trimballent la valise volée, comme ils n'étaient pas prévenus, ils s'envoient des radiations atomiques à travers l'individu, que ça n'est un vrai plaisir. Il n'y a qu'à espérer qu'ils en crèveront. Enfin, faut être fou pour jouer avec des trucs comme ça. Oui, enfin, du moment que nous, on se trouve pas dans les parages... Oui, ça va pas. Martial, qu'est-ce qu'il te prend? Où es-tu? Martial! Je comprends tout. Ah, je comprends tout. Menteuse. Ce n'était qu'une menteuse. Et des voleurs tous les deux, avec leurs valises. Leurs valises. Durant plus de 3 semaines, elle est restée sous mon lit. C'est elle qui a tué mon chat. Et ma mère. Oh, ma mère. Et qui encore? Lynn aussi, peut-être. Oui, c'est peut-être parce qu'elle est morte, elle aussi, d'avoir été exposée aux radiations qu'elle n'est plus allée chercher mes lettres. Lynn. Oh, après tout, ce serait justice. Elle m'a trompé. Elle s'est servie de mon amour. Si la police avait trouvé la valise chez moi, je passais pour leur complice. Lynn. Je ne veux plus penser à toi. Ton sort ne m'intéresse plus. J'ai trop à faire du mien. Mon chat est mort. Ma mère est morte. Mais moi qui ai couché si longtemps au-dessus de la valise, je n'ai rien. Rien. Ah, je l'ai maintenant. La preuve. La certitude que j'ai si longtemps cherché. Pas plus qu'une chute. Pas plus que de l'arsenic. Pas plus qu'une balle de revolver. Les radiations mortelles de l'uranium n'ont pu me tuer. Mais les autres, tous ceux qui se sont approchés de moi depuis... Oh, je suis un danger mortel pour tous. Imprégné que je suis de radiation. Hein, quel crépitement si on approchait de moi un compteur Gégère. Où que j'aille, désormais, je sèmerai la mort par ma seule présence. Et je n'ai pas le courage de crier à ces passants qui me frôlent, mais écartez-vous! Je suis la mort! Je suis votre mort! Impossible! Impossible de supprimer ce danger. La seule solution serait ma propre mort. Mais je suis condamné à vivre. À attendre que la nature soit lasse de moi.
à fuir les hommes, à attendre dans la solitude, à me laisser mourir de faim. Puisqu'autrement, Et tu peux pas marcher sur le trottoir, est tordu. Tu veux te suicider? Me suicider? Pauvre type. S'il savait. Non, je ne crains rien. Aucun accident ne peut m'atteindre. Je ne crains rien. Je suis invulnérable. Invulnérable! On ne désespère pas cependant de retrouver encore des survivants. Le commissariat à l'énergie atomique dément de la façon la plus catégorique la nouvelle publiée par certains de nos confrères de la presse écrite, selon laquelle une importante quantité d'uranium aurait été dérobée il y a quelque temps dans un laboratoire. Cette nouvelle relève de la plus haute fantaisie et l'on ne saurait trop flétrir le goût de la sensation et le manque de sérieux qui sont à son origine. De La Havane, il se confirme que le gouvernement... Dis donc, Delpierre, tu n'es pas là. À quoi penses-tu? À l'accident de ce pauvre Martial Boisville. C'est un brave type, au fond, tu sais, Pitot. Un peu compliqué. Mais je l'aimais bien. Oui. Ça fait déjà 15 jours qu'il est mort. Figure-toi que j'ai reçu une visite pour lui cet après-midi. Une fille du tonnerre, blonde, jolie et tout. Elle s'appelle Yveline. Martial m'avait parlé d'elle. Elle est belge. Elle a 25 ans peut-être et elle est veuve. Ils s'étaient rencontrés aux vacances de Noël. Il l'a tirée d'un accident d'auto qu'elle avait eu avec son mari près de son bled. Le mari est mort des suites de l'accident. Martial était fou d'elle. Il voulait l'épouser, elle voulait bien, mais il y a eu du tirage du côté de sa famille à elle. Enfin, ça s'est arrangé, elle venait pour lui dire oui. Elle est d'abord allée chez Martial. Sa logeuse n'a pas osé lui dire qu'il était mort. Elle l'a envoyé chez moi. Je me serais passé de la corvée de lui apprendre la nouvelle. Elle est persuadée que son accident n'en est pas un, qu'il s'est suicidé parce qu'il était sans nouvelles d'elle. Et sa famille, drôle de famille, l'avait quasiment séquestré pendant quelque temps, en prenant prétexte de son veuvage. Et tu lui as dit que la mort de Martial était bien un accident? Oui, bien sûr. Mais elle a dû sentir que je ne croyais pas tout à fait ce que je disais. Pourquoi? Martial t'avait fait part de son intention de se donner la mort? Non. Mais, vois-tu, c'était un type bizarre, Martial. Je ne saurais jamais s'il n'a pas voulu faire une sorte d'expérience. Une expérience? En se jetant sous une auto? Non, tu diras. Non, il était persuadé qu'il était invulnérable. Alors c'était lui qui déraillait. Et vois-tu, il lui était arrivé depuis son enfance plusieurs accidents, dont d'autres ne se seraient pas tirés. Quel genre d'accident? Une chute d'un grenier, de l'arsenic absorbé à la cuillère. Et là, c'était bien une tentative de suicide, il avait 16 ans. Et un dernier, ça a été son duel avec Lambert, tu te souviens? Ah, tu penses? C'était moi le directeur du combat. Tu sais que Lambert tire très bien, même dans l'obscurité, puisqu'il est une nyctalope. Il n'aurait pas dû manquer Martial. Ça arrive aux meilleurs tireurs de rater la cible. Sans doute, mais Martial a eu un trou au milieu du dos de sa chemise, comme si une balle était passée à travers. Et il prétendait que quand Lambert avait tiré, il avait senti la balle lui traverser la poitrine. Alors là, mon vieux, c'est plus une hypothèse, c'est une certitude. Quoi donc? Que Martial était complètement cinglé. Ou si tu préfères, paix à ses cendres, qu'il était doué d'une imagination délirante. Ou encore, qu'il te faisait marcher. Non, je suis sûr qu'il était sincère, il n'avait rien d'un cinglé. Mais il l'était quand même. Et je vais t'en donner tout de suite la preuve. Une preuve irréfutable. Quand tu es venu me parler de ce duel avec Lambert, tu sais pourquoi j'ai si facilement accepté d'être le directeur du combat? Mais même mieux, souviens-toi, c'est moi qui me suis mis en avant en racontant que j'avais déjà assisté à 2 duels, ce qui était une pure invention. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je savais que Lambert tirait comme un champion, et que je trouvais cette histoire idiote. Alors entre nous, en douce, j'avais chargé les 2 pistolets à blanc.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Nous n'avons pas eu à parler jusqu'ici de Célestine Ciblet, à qui nous devons dans la collection Pierre Nord un excellent roman. Sous le titre de Meurtre à la page féminine, il utilise au maximum les connaissances que possède indéniablement l'auteur, connaissances qui ont trait à la vie d'un grand quotidien régional en Amérique. Le siège de ce quotidien est la ville d'Atlanta, chère aux admirateurs d'autant en emporte le vent. Cela nous permet d'ailleurs de constater à quel point Atlanta a changé, sinon dans son âme, du moins dans son aspect, depuis la guerre de sécession. Et cela ne fait qu'ajouter, disons-le, à l'intérêt que présente le roman de Catherine Ciblet. L'héroïne de ce roman, la vive et audacieuse Cathy, est la fille d'un officier de police demeuré infirme à la suite d'un combat de rue. Journaliste experte, elle a été ramenée contre son gré à un travail plus sédentaire, et cela pour assister dans la direction de la page féminine la belle mais moralement affreuse Paula Reynolds. Kate ronge son frein, d'autant qu'elle n'a pas de sympathie particulière pour ses camarades de travail, la trop coquette et médisante Mimi Lewis, la trop sérieuse et bizarre Beth Warren, qui, veuve, élève avec sévérité et dignité ses 2 enfants. Et puis un soir, entrant dans son bureau, après avoir travaillé dans la salle de rédaction, Kate trouve Paula assassinée, un coup de papier poignard entre les épaules. Ivre et inconscient, le vieux journaliste Garrity, aimé de tous, gîte à ses pieds. Comme il est certain que Garrity n'aurait jamais tué qui que ce soit, Kate et le rédacteur en chef réussissent à le traîner dans un réduit attenant aux machines. Mais voilà que le malheureux, au lieu de se trouver en sécurité comme le souhaitaient ses amis, périt au contraire d'une manière épouvantable. Le détective Mulcahy, fils d'un vieil ami du père de Kate, est chargé d'élucider le mystère de l'assassinat de Paula et de Garrity. Tâche d'autant plus ingrate qu'il est bien certain que le coupable appartient à l'équipe du journal. C'est tout juste si Kate, qui se jette dans la mêlée en dépit du conseil de son père et de Mulcahy, ne paie pas de sa vie sa folle témérité. Il y a dans ce livre beaucoup de choses à retenir, ne serait-ce que le foisonnement de personnages originaux. Souhaitons retrouver bientôt Célestine Ciblet. Meurtre à la page féminine par Célestine Ciblet est publié chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Le diabolique Docteur Mabuse est le 3e film que le célèbre metteur en scène allemand Fritz Lang réalise autour de ce personnage, en effet diabolique, qu'est le Docteur Mabuse. L'œuvre nouvelle que l'on nous montre aujourd'hui n'est pas ce que l'on appelle un remake des 2 précédents. Il s'agit au contraire d'un scénario original dont l'action se passe de nos jours, puisqu'il y est question d'usine atomique et que le lieu central de cette action est un hôtel construit sur les ruines de la guerre. On parle même à un certain moment de documents de la Gestapo. L'auteur nous dit bien au début que le docteur Mabuse est mort, mais il ajoute que des bruits circulent selon lesquels ce vieux fou de l'autre après-guerre ne serait peut-être pas mort du tout. Il est donc très facile dans ces conditions de refaire une histoire dans le style des 2 premières, le docteur Mabuse et le testament du docteur Mabuse. Cette histoire est assez compliquée et confuse, assez simpliste aussi. Ce personnage mystérieux qui commande à des êtres humains réduits au rôle de robots est à la fois diabolique et un peu naïf. Je ne puis vous dire en quoi sous peine de vendre la mèche, mais quand vous verrez le film, vous vous direz vous aussi que cette espèce de fantomas moderne avait pensé à tout, sauf justement à ce qui viendrait à l'esprit d'un enfant de 10 ans. Enfin, il faut bien admettre dans ce genre d'histoire une part assez grande de convention. Seulement, ce qui nous gêne un peu ici, c'est que Fritz Lang a traité son film dans un style réaliste, qui ne convient pas très bien à son sujet. Sauf dans quelques scènes situées dans le bureau d'un certain docteur Cornelius, scène dont le décor traîne avec lui quelques séquelles de l'expressionnisme allemand, nous ne voyons rien de très fantastique dans tout cela, tout au plus du grand guignol. Il y a quelques coups de théâtre et des surprises et un suspense, mais sans cette poésie morbide, sans les charmes de la fantasmagorie, qui avait dans les anciens films de Fritz Lang sur Mabuse une certaine beauté. Rien à dire des interprètes, Peter Van Eyck et Dawn Adams ne jouent pas mal, mais il n'émane d'eux aucune étrangeté, aucun mystère, comme il aurait fallu. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière,
Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Jeux de la mort et du hasard, film radiophonique de René Lemaire et Roger Richard. Avec, par ordre d'entrée en onde, Pierre Delbon, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Philippe Dumas, Pierre Constant, le petit Gilles Amado, André Évard, Régine Chantal, Lucienne Givry, Henri Poirier, Nelly Benedetti, Clément Béram, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Pierre Vernier, Jean-Charles Thibault. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, René Cambien et Jean-Claude Mingot. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.